Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 2 mai 2011. Je vous donne les titres de votre journal avec ce grand bazar à Montpellier, la 4e édition de la braderie de Lille, version languedocienne. Ce sera pour ce vendredi et samedi. Arles, sa nouvelle reine, elle a été présentée au balcon de la mairie ce dimanche 1er mai. Ça fait un peu Buckingham Palace, tiens. Elle s'appelle Astrid Giraud. Et puis, la fin de l'aventure pour le MHB. En Ligue des Champions, la victoire à l'aller n'y a rien changé. Ils ont été défaits hier à l'Arena. Et puis notre invité Yaré Diane, avec nous déjà sur notre plateau. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous faites partie du collectif du 10 mai. C'est la date qui a été choisie en France pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Des manifestations sont organisées dans plusieurs villes de France, dont Montpellier. On en parlera à la fin de ce journal. Fait divers avec le soulagement pour la famille de Pauline, cette étudiante. On va peut-être garder ces images pour un petit peu plus tard. La jeune Pauline, étudiante en hôtellerie à Béziers, a été retrouvée saine et sauve. La jeune fille de 16 ans a regagné son domicile de Sigean la nuit dernière. Elle avait disparu depuis jeudi. On ne connaît pas les raisons de sa disparition, mais les enquêteurs sont sur la piste d'une fugue. Et puis, plus tragique, cette affaire de meurtre à Montpellier dans la nuit de samedi à dimanche, rue Bugarel, entre l'avenue de Toulouse et le stade Yves du Manoir. Une femme a été retrouvée morte, étouffée et scarifiée. Le mari, qui a prévenu les policiers samedi, a été mis en détention provisoire ce soir et écroué à Villeneuve-les-Maguelones pour homicide volontaire sur conjoint. Un immense vide-grenier doublé d'une braderie de commerçants, c'est le principe du grand bazar organisé à Montpellier vendredi et samedi prochain, 6 et 7 mai. Le modèle, c'est la grande braderie de Lille. En 2010, 359 commerçants ont sorti leurs étals. L'objectif de faire aussi bien cette année, d'améliorer quelques points aussi comme l'installation du matin. Marc Dufour, l'adjoint en charge du commerce, nous présente les nouveautés 2011 au micro d'Olivier Roiran. Cette année, 45 commerçants restaurateurs se sont joints aux commerçants pour proposer un menu Grand Bazar, pour offrir un verre d'accueil pour les visiteurs du Grand Bazar qui souhaiteront déjeuner en ville. Nous avons également une pensée vers les commerçants qui aujourd'hui sont impactés dans leur activité par les travaux, notamment les travaux du tramway en ville. Et nous leur avons proposé de venir se déplacer dans le cœur de la ville, là où ils vont pouvoir rencontrer leurs clients et proposer leurs produits dans les rues de la ville. En montrant mes seins, j'ai sauvé ma vie, ou encore faites comme moi, le seul moyen de savoir, c'est de l'enlever. Voici deux des slogans affichés samedi sur la place de la Comédie par l'association Montpellier-Rennes, en 2 mots, qui a décidé de frapper fort pour éveiller les consciences à propos du dépistage du cancer du sein. Un reportage de Mouad El Yakabi sur des images d'Olivier Brachard. Seins nus pour la bonne cause. Des jeunes femmes se sont affichées torse nu devant les non moins dénudés Trois Grâces pour sensibiliser les femmes au dépistage. Brandissant des slogans parfois chocs, le but est clairement d'interpeller surtout les plus jeunes. C'est un symbole, le sein c'est le symbole de la femme, c'est le symbole de la mère. C'est important de se faire dépister pour pouvoir détecter un cancer suffisamment tôt et pas se faire retirer un sein. C'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes et que j'attends une petite fille aussi, donc ça pourra la toucher plus tard et que justement les jeunes filles ne le font pas assez d'aller se faire dépister, donc c'était l'occasion de leur donner du courage pour le faire. L'association a mobilisé ses plus jeunes bénévoles pour créer un effet miroir et ainsi toucher un public qui souvent ne se sent pas concerné. On s'aperçoit que les jeunes filles, quand elles ont le moindre doute, elles pensent que c'est un ganglion ou un petit kyste ou hormonal et que ça ne peut pas être ça parce que dans leur tête, c'est une maladie de vieille, entre parenthèses, alors que non. Et on a de plus en plus de jeunes filles qui sont atteintes d'un cancer du sein et qui y vont trop tard malheureusement. Le combat de la Montpellier-Rennes continue. Une course contre le cancer est prévue dimanche 29 mai. Rendez-vous donc le 29 mai. Tout autre chose avec le Festival de Radio France et de Montpellier qui n'avait pas encore son off. Eh bien, ce sera chose faite en 2011. Toutes sortes de genres de concerts, de musique sont prévus, chansons françaises notamment, et nouveautés. Les artistes sont appelés à se manifester auprès des organisateurs pour choisir leur salle de prestation de concert. On écoute Jacques Gauffier, il est au micro de Nouria Casacuberta. C'est ouvert, bien entendu, aux artistes de toutes les chansons, quel que soit
le style, quelle que soit la langue. L'important, c'est qu'il y ait à la fois de la musique et des paroles. Donc, les artistes vont pouvoir, à partir d'aujourd'hui, s'inscrire sur le site que nous mettons en ligne aujourd'hui. Et donc, ils auront tous les descriptifs des salles, des différentes salles, les tarifs, les conditions, tous les trucs, bon voilà, et ils s'inscrivent et ils viennent. Sport maintenant avec la déception très grande du côté du MHB qui n'a pas su conserver son avantage, un avantage maigre certes, mais obtenu à l'aller, à l'extérieur, en Allemagne. Le MHB ne jouera donc pas le Final Four qui réunit les 4 meilleures équipes européennes en Ligue des Champions. Les hommes de Patrice Canaillé n'ont pas résisté à l'organisation germanique qui s'est opposée à eux ce dimanche après-midi à l'Arena. On écoute Olivier Brachard. Le rêve d'une saison s'écroule. Montpellier tenait pourtant son Final Four pendant 90 minutes de ce quart de finale aller et retour. Sans véritable gaucher en base arrière, le MHB trouve néanmoins des solutions en attaque. Surtout le Serbe Mladen Bojinovic, intenable, c'est lui qui lance véritablement son équipe. Montpellier fait la course en tête, mais les Allemands de l'ON ne lâchent pas l'affaire. Dans leur effectif, quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Même si en défense, Montpellier ferme l'axe à merveille, Tchupik et Gensheimer s'en donnent à cœur joie aux ailes. Montpellier a néanmoins des occasions de remonter la balle plus rapidement pour tenter de creuser un gros écart, mais se contente de gérer son avance. À la pause, 2 petits buts d'avance, 17-15. Au retour des vestiaires, les Allemands adaptent leur défense. Bojinovic et Karabatic, repositionnés respectivement à gauche et à la main de l'attaque, sont bien muselés. La solution est côté droit, mais hélas, Acambré n'est pas à son poste de prédilection et aux ailes, ni Ahmed ni Dipanda ne sont en réussite. Rhein-Neckar mène 24-21. Les Allemands sont virtuellement qualifiés. Montpellier ne reviendra jamais. On a maîtrisé jusqu'en seconde mi-temps. Et après, sur des petits détails, on a craqué. Ils sont revenus, ils sont passés devant. Et nous, physiquement, on a lâché, mentalement aussi, on a lâché. On a fait n'importe quoi, on s'est précipité, on voulait tellement bien faire, rattraper le retard qu'on a été trop vite vers l'avant, on a perdu trop de ballons et à la fin, c'était n'importe quoi. Ça a été la débandade et voilà. Ouais, on est déçus, mais bon, c'est le sport. On avait une équipe bien amoindrie, on s'est battu, on a essayé de tout donner. Et aujourd'hui, on est tombé sur plus fort que nous. Plus fort sur le terrain, les Allemands de Rhein-Neckar, et trop fort aussi sur le papier, selon Patrice Canaillé. Je crois qu'il ne faut pas rêver, la Ligue des Champions c'est une compétition pour grands garçons, quoi. Voilà, et il faut 14 grands garçons, quoi. Tu peux de temps en temps amener un jeune, le pousser un peu, l'amener, mais bon, même les grands garçons ils craquent par moments dans cette compétition. Alors voilà, le sentiment que j'ai, et c'est un peu ce qui explique, on a vu un peu le dépit dans les yeux de certains joueurs, c'est qu'à un moment donné, voilà, il fallait y aller ensemble, quoi. Voilà, on peut pas y aller à 3 à 4 dans cette compétition, c'est pas possible, quoi. Cette année encore, l'équipe de Montpellier n'était pas suffisamment armée pour aller à Cologne et disputer le Final Four. Du rêve à la réalité, le chemin est parfois plus long que ce que l'on pense. Même les grands garçons craquent, c'est en quelque sorte la morale de l'histoire. Retour au championnat donc cette semaine face à Saint-Cyr. Il s'agit là pour les Montpelliérains d'aller chercher quand même le titre national. Sport encore, un mot de football avec la 33e journée. C'était hier après-midi à la Mosson à 17h et l'équipe du MHSC incapable de marquer à nouveau à domicile 0-0 face à Brest. Et du coup, les Montpelliérains restent à la 10e place, comme on en découvre sur ce classement. Il faudrait être au pire 6e pour espérer jouer la Coupe d'Europe. Normalement, la 6e place est qualificative. Il faudra même peut-être faire attention à ce qui arrive derrière, même si normalement, avec 44 points, on est tranquille pour le maintien. Prochain match, samedi prochain, 34e journée, ce sera face à Auxerre. Auxerre qui est allé arracher le match nul chez le leader Marseille, un partout. Les Auxerrois sont 15e. Ce sont des spécialistes de cet exercice du match nul cette saison. On passe à la feria de Palavas avec la corrida hier après-midi. Une corrida qui est devenue 100% française avec un élevage français et avec 2 Arlésiens, Juan Bautista et Mehdi Savali. C'est ce dernier qui finalement a triomphé. C'est lui qui a ouvert la grande porte des arènes d'El Cordobès après avoir coupé les 2 oreilles de son deuxième taureau de Ménadier. Et puis hier matin, c'était la Royale de Cuillé de la course camarguaise. Résumé du tout avec Christophe Chez.
Plein soleil sur le littoral héroltais en ce premier jour de mai. Pour le plus grand bonheur des aficionados, les prévisions météorologiques du début de semaine n'ont pas concordé avec la réalité d'un ciel dégagé et parfaitement ensoleillé au-dessus des arènes Manuel Benítez El Cordobés de Palavas-les-Flots. Une deuxième journée de la Feria de la Mer placée sous le signe des rencontres des tauromachis camarguaises et espagnoles, avec un événement important l'après-midi pour l'éleveur français Pierre-Marie Ménadier qui présentait sa première corrida de taureaux. Je suis comme tous les gens qui prennent un grand risque. Être éleveur, c'est prendre beaucoup de risques, très ému et donc très stressé, quoi. Une pression que n'ont pas ressentie les toreros arlésiens Juan Bautista et Mehdi Savali, parfaitement centrés sur leur sujet et qui se sont partagés l'affiche en mano à mano. En ouverture de course, Juan Bautista a parfaitement géré les qualités et le manque de force du premier exemplaire de Ménadier, toréé avec cadence et sens du détail, et remarquablement estoqué, valant à l'Arlésien la première oreille de l'après-midi. Face à la bravoure développée par le 4e taureau de Ménadier, c'est Mehdi Savali qui a répliqué avec personnalité et sens du spectacle en ravissant 2 pavillons à l'issue d'une faine enjouée et qui avait été précédée d'une réception allègre avec cap et banderille. Un final heureux pour le Benjamin du Cartel qui a été le seul torero de la journée à ouvrir la grande porte du vaisseau héroltais rempli à moitié. Entrée identique en fin de matinée pour la royale de la manade Cuillet qui voyait le retour à Palavas du cocardier Guépard. D'un niveau supérieur à celui de sa précédente sortie à Beaucaire, le Biao d'Or 2010 a imprimé un quart d'heure de grande domination, faisant honneur à son titre et mettant à l'épreuve des tenues blanches moins en verve que d'habitude. Des raseteurs qui auront l'occasion de se rattraper lors du concours de manade programmé dimanche prochain, pour lequel il reste encore des places, ce qui ne sera pas le cas de la corrida de l'après-midi. Tous les billets pour voir le trio El Juli, Juan Bautista, Sébastien Castella face au bétail de Robert Marget, ayant déjà trouvé acquéreur. Voilà des images de Olivier Michel, également Jean-Pierre Masse et Raymond Ferrière que l'on salue. On reste dans le festif avec, comme chaque 1er mai, la traditionnelle fête des gardiens. C'est à Arles. Et puis tous les 3 ans, à l'occasion de cette fête, il y a l'élection de la nouvelle reine d'Arles. La reine sortante Caroline Serre. 5 prétendantes. Finalement, c'est Astrid Giraud qui a gagné et qui s'est présentée au balcon, non pas de Buckingham Palace, comme j'ai failli le dire tout à l'heure, mais bien de la mairie d'Arles. Un sujet d'Alain Bérisy et de Patrick Mallet. Une fois tous les 3 ans, la journée des gardiens est aussi le théâtre de l'élection de la reine d'Arles. Pour succéder à Caroline Serre, c'est Astrid Giraud qui s'est présentée la première au balcon de la mairie devant une foule immense. Âgée de 21 ans, cette native d'Arles, étudiante en licence de droit, accède au rêve de toutes les petites filles qui portent un jour le costume d'arlésienne. Oui, elle est élue, la 21e, celle qui sera la reine du 500e anniversaire de la confrérie des gardiens, qui sera celle de Marseille 2013. Ce sera celle de plein de choses, mais toutes les reines ont toujours été les reines d'événements exceptionnels. Et on est ravis, de toute façon, ravis d'avoir une nouvelle reine. Triste d'avoir une reine qui nous quitte avec des demoiselles d'honneur qui ont bien rempli leur règne. Et on aura l'occasion de les voir à l'œuvre, mais c'est un règne qui me paraît très, très homogène et qui s'entend déjà bien. Je ne sais pas si le choix était facile ou pas facile, puisque je n'étais pas au jury. Je suppose que ce n'était pas un choix facile. Entre pleurs et rires, c'est une Astrid Giraud radieuse qui nous livre à chaud ses premières impressions. Alors beaucoup d'émotions, on sent qu'on a passé vraiment quelque chose d'important. On est fiers et honorés d'avoir été chargés de cette charge, et je pense qu'avec mes camarades on va faire pendant 3 ans quelque chose de vraiment formidable et j'espère qu'on sera à la hauteur de nos espérances. Je m'y attendais pas forcément, j'y croyais pas du tout non plus, donc très émue. Son intronisation pour succéder à Caroline Serre aura lieu le 3 juillet prochain pour la traditionnelle fête du costume. Toute l'équipe de TV Sud lui souhaite, ainsi qu'à ses très belles demoiselles d'honneur, un très beau règne.
Voilà, décidément, vous avez vu, c'est le geste du moment. Et on retrouvera donc toutes ces images dans noir et blanc mercredi sur cette antenne, mercredi vers 20h45 après le journal. Il y aura notamment les 2 précédentes reines d'Arles, Caroline Serre et Nathalie Chi, qui seront présentes sur le plateau. Et puis pour revoir les images de Palavas, ce sera jeudi soir dans Tendido Sud. Il est avec nous sur ce plateau, Yaré Diagne. Il y a 10 ans, la journée du 10 mai a été choisie par le gouvernement et le président de la République française pour commémorer l'abolition de l'esclavage. C'est la date de l'adoption de la loi Taubira, du nom de la ministre qui avait porté cette loi, reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Vous faites partie d'un collectif, vous organisez ici à Montpellier une série d'événements. Qui sont d'abord ces organisateurs ? Bien, bonsoir. Les organisateurs sont regroupés autour d'un collectif qu'on appelle collectif du 10 mai de Montpellier. Et il s'agit donc d'un regroupement d'associations, donc on peut les citer peut-être très rapidement. Il y a la case de Caraïbes, Afrique, Solidarité étudiante de l'Université Paul Valéry. Il y a Survie, Languedoc-Roussillon. Il y a Caracuela, Solidarité Dom-Tom, Organisation pour la défense des droits des enfants. Les Amis des enfants d'Haïti, Tikonedo, Métisca et Trobadox pour ce qui concerne les associations phares. Après, il y a la Fédération des associations africaines du Languedoc-Roussillon qui est née il y a quelques années, mais aussi il y a aussi le concours de bonne volonté. Dont vous faites partie d'ailleurs, puisque vous ne faites pas partie spécialement d'une des associations. Absolument. Alors, vous avez préparé toute une série de manifestations. Vous pouvez nous en donner la teneur ? Oui, effectivement. Cette collaboration s'inscrit dans un contexte assez particulier cette année, dans la mesure où nous sommes, en cette année 2011, une année décrétée par l'UNESCO qui est celle des personnes d'ascendance africaine. Et au niveau de l'État français, c'est l'année des Outre-mer. Et comme vous venez de le citer tout à l'heure, coïncidant aussi au 10e anniversaire de la loi Taubira, nous avons voulu prendre les choses très tôt au niveau du collectif du 10 mai pour faire de cette année une année symbole dans la célébration et la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans la ville. Encore faudrait-il noter que Montpellier fait partie des villes pionnières à organiser la marche mémorielle du 10 mai. Donc ça, ce sera le point d'orgue, départ place Albert Ier. Effectivement. Ce sera à 19h, marche du souvenir. Avant cela, il y aura d'autres événements ? Bien entendu, il y a bien un chapelet d'événements qu'on a essayé de mettre en place et qui commencera notamment par la diffusion d'un film qui nous a été prêté par l'UNESCO qui s'appelle « Route de l'esclave, une vision globale ». Donc c'est un projet qui a été initié par l'UNESCO qui, dans sa mission de renforcer la solidarité et le partage des connaissances à travers les peuples du monde, donc a ce souci de briser le silence et d'enlever tous les zones d'ombre possibles pour que toutes les histoires puissent être racontées dans les bons termes. Donc ce film, diffusé Médiathèque Fellini vendredi 6, samedi 7, lundi 9 à la bibliothèque Paul Valéry. Il y aura également une veillée mémorielle salle des rencontres de l'Hôtel de Ville et des projections, conférences, débats. Je vous invite à consulter toutes ces informations sur Internet notamment et dans la presse. Oui. Et puis cette exposition, on va voir quelques images qui est visible à l'Hôtel de Ville de Montpellier, salle des rencontres, avec un focus sur l'esclavagisme dans les colonies portugaises cette année. Effectivement. Donc l'UNESCO toujours, qui a, rappelons-le, donné son label pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Montpellier, donc ce qui est quand même assez fort parce que ce label est courtisé par beaucoup de villes. Nous avons su nous y prendre très tôt pour obtenir ce label et donc nous avons le prêt de cette exposition qui se nomme donc Itinéraire de sites et lieux de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière dans les pays lusophones. Nous avons voulu initier ce projet pour essayer de donner au public donc un peu plus d'informations dans la mesure où chaque année on essaie de mettre un thème en place. L'année dernière, nous avions invité un conférencier, un avocat donc martiniquais, qui nous avait parlé du Code noir. Et donc cette année, il y aura aussi donc une conférence à l'université Paul Valéry. Ce sera le 9 autour du thème donc le Cap-Vert et l'esclavage, donc autour de l'esclavage et les abolitions.
Pourquoi c'est important aujourd'hui de commémorer l'esclavage? Parce qu'il s'agit tout simplement d'une histoire peu connue ou méconnue, ou à la limite, on peut ranger dans les tiroirs. Et comme je viens de le souligner, nous partons de cette volonté de l'UNESCO de briser le silence et de montrer à la face du monde que cette histoire, c'est une histoire commune. Encore faut-il rappeler que esclavage vient du mot slavery. Et slavery, dans sa racine, dit slave. Dans son étymologie, donc, l'esclavage, en fait, a commencé par l'achat de slaves, d'âmes slaves, notamment par les grands commerçants. Oui, slave, le peuple de l'Est de l'Europe. Absolument. Et ce n'est qu'à partir l'esclavage a concerné toutes les parties de l'humanité, même si c'est devenu une véritable industrie avec le commerce triangulaire. À partir du XVe siècle. Donc, pour répondre à votre question, ce sont plutôt les Portugais qui ont été les premiers à accoster sur les côtes africaines. Donc, ont établi des comptoirs et des colonies, donc à travers l'Angola, le Mozambique, mais aussi le Cap-Vert. Et pourquoi donc cette année, les événements sont axés sur les pays lusophones? C'est pour tout simplement montrer que en fait, l'ampleur de l'esclavage a connu donc son point d'orgue lorsque justement les anciennes puissances coloniales et esclavagistes en ont fait vraiment un outil d'enrichissement, en brisant, en déstructurant, en déstabilisant toutes les réalités culturelles, sociologiques, territoriales de l'Afrique. Oui, c'est devenu une véritable industrie spécialisée, très organisée, qui a enrichi d'ailleurs beaucoup de villes françaises, on pense à Nantes et à Bordeaux, qui participent cette année encore à cette commémoration de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'esclavage dans le monde contemporain? On parle d'esclavage moderne, c'est beaucoup plus diffus, beaucoup moins industriel, mais ça existe encore. Effectivement, il y a encore de l'esclavage qu'on appelle l'esclavage moderne. Il serait quand même difficile de citer toutes les formes d'esclavage moderne qui existent, mais notre volonté est d'arriver à sensibiliser tout le monde, ou bien le maximum en tout cas, pour qu'on puisse parler de ces histoires-là et sortir des victimes qui sont aujourd'hui victimes de l'esclavage moderne, de ce carcan qui quand même leur brise leur liberté quelque part. Yarédiane, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc la commémoration de la journée de l'esclavage avec dès aujourd'hui l'ouverture d'une exposition, c'est à la mairie de Montpellier, et puis toute une série de manifestations avec un point d'orgue le mardi 10 mai, ce sera mardi prochain, pas demain, la marche du souvenir. Il y a également des manifestations à Béziers et à Nîmes. Je vous renvoie sur les sites internet des uns et des autres et évidemment dans la presse pour avoir le détail de ces informations. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain 12h30, le flash. Et puis demain soir 19h30, vous retrouverez Olivier Roiran pour le journal. D'ici là, très bonne soirée à tous.